Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et on va remettre un peu les pendules à l'heure une fois n'est pas coutume. Bon, il y a encore pas mal de confusion sur le niveau de difficulté, sur le niveau de contrainte, sur le niveau de sacrifice, sur le niveau de souffrance, d'investissement, etc. nécessaires pour mener à bien son rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire nécessaires pour maigrir sans rechuter puisque c'est ce dont il s'agit pour 98-99% des gens qui entament un rééquilibrage alimentaire, c'est avant tout maigrir, ensuite sans rechuter. Donc, vous devez visualiser le poids sur un spectre assez large. À l'extrême gauche du spectre, vous avez les régimes punitifs, frustrants, sans aucune personnalisation, avec très très peu de calories et une absence complète de contexte individuel. C'est classique des régimes minceurs, je ne vous refais pas le dessin, vous voyez parfaitement de quoi je parle. Dans cette catégorie rentrent beaucoup de régimes copier-coller. Voilà, on connaît. Par opposition à cela, et j'y ai probablement contribué malgré moi, eh bien, la plupart des gens imaginent que le rééquilibrage alimentaire, c'est en fait à l'extrême droite, à l'extrême opposé sur ce spectre. Donc si les régimes minceurs frustrants copier-coller sont à l'extrême gauche du spectre du poids, pardon, eh bien ils imaginent naturellement que le rééquilibrage alimentaire, puisque c'est personnalisé, puisque vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans le cadre de votre déficit calorique, eh bien c'est à l'opposé. Donc si on a l'extrême gauche régime minceur, on a forcément à l'extrême droite, complètement de l'opposé, le rééquilibrage alimentaire. Et donc, ça implique, comme je vous l'ai dit, forcément de la personnalisation, du contexte, un déficit calorique modéré, des choix alimentaires adaptés, une attention particulière sur la couverture des besoins nutritionnels. Sauf que, donc, techniquement, théoriquement, quand on en parle comme ça, oui, ça fait sens. Sauf qu'en fait, on est déjà dans une perception biaisée de la situation. Pourquoi? Parce que le spectre est beaucoup plus large que ça. Et le rééquilibrage alimentaire, en vérité, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, est beaucoup plus proche du régime que de l'extrême droite du spectre. Si vraiment sur le spectre très large, admettons qu'on ait un spectre qui fasse 1 mètre de long, à l'extrême gauche, extrême, on a les régimes copier-coller, régimes très frustrants, etc. Ok, qui ne tiennent pas du tout compte de vous, de votre réalité, de votre vie, de vos goûts, etc. Ok, donc ça on est à l'extrême gauche du spectre de la perte de poids. Conceptuellement, les gens imaginent que le rééquilibrage alimentaire est de l'autre côté, à 100 cm, sauf qu'en fait, en vérité, sur le spectre du poids, en règle générale, le rééquilibrage alimentaire est probablement à 10 cm à droite du régime extrême, et non pas à l'opposé complet. Donc, régime ultra frustrant à l'extrême gauche avec toutes les cases débiles de cocher qu'on connaît, et le rééquilibrage alimentaire est un peu à droite sur le spectre, peut-être 10-15% à droite des régimes ultra frustrants sur le spectre. Et ensuite, il y a une distance immense qui continue de séparer le rééquilibrage alimentaire de l'autre bout du spectre. Alors pourquoi? Parce qu'on parle d'alimentation. Et si le régime minceur, donc on parle de poids et d'alimentation en général. Donc si le régime minceur est à un bout, donc il est au bout de l'extrême gauche, ok. Eh bien l'autre bout de ce spectre, ça n'est certainement pas le rééquilibrage alimentaire. L'autre bout de ce spectre, à 100 cm, eh bien c'est la goinfrerie totale. C'est ça l'extrême opposé du régime minceur. C'est la goinfrerie totale. L'autre bout, eh bien c'est croissant le matin, McDo le midi et apéro charcuterie le soir. L'autre bout, c'est bouffer absolument ce que vous voulez, quand vous voulez, sans jamais n'avoir aucune considération sur les conséquences physiques. L'autre bout, c'est l'absence totale de contraintes. C'est l'accumulation animale de calories infinies dans la limite unique des capacités à gloutonner. Ça, c'est l'autre bout du spectre. Ça, c'est l'autre bout du spectre du poids et de l'alimentation. Donc, le problème majeur est déjà là et c'est pour ça qu'à l'épisode 99, après 7 ans de cette émission d'existence du podcast, je dois réparer ce que j'ai contribué malgré moi à construire. Je dois réparer l'idée corrompue que les gens ont conceptuellement du rééquilibrage alimentaire en le positionnant en opposition complète au régime minceur sur ce spectre-là. Le nombre d'individus qui imaginent ce spectre comme étant aussi restreint que régime égale frustration et douleur versus rééquilibrage alimentaire égale personnalisation donc facile, eh bien ce nombre est affligeant. Donc, malgré mes avertissements disant que le rééquilibrage alimentaire, ça n'est pas le Club Med, qu'il faut bosser, etc. Puisque ce spectre corrompu est ancré dans l'esprit, des centaines de personnes démarrent le rééquilibrage alimentaire et s'attendent
à des vacances au soleil où la perte de poids va se pointer sans rien foutre, juste parce que ça y est, ils font un rééquilibrage alimentaire. Parce que forcément, et conceptuellement, ça a du sens. Parce que si c'est l'inverse des régimes, eh bien c'est forcément facile et sans douleur et sans contrainte si on se plonge dans cette idée-là. Et donc, ils, ces gens-là, et vous peut-être, finissent par croire inconsciemment que rééquilibrage alimentaire égale gloutonnerie illimitée. Et puis, après un mois de rééquilibrage alimentaire, mais non, mais j'ai le droit de manger des Twix, je ne suis pas en régime, je suis en rééquilibrage alimentaire. Non, non, mais j'ai pas besoin de peser mes légumes, je sais qu'il faut que ça fasse à peu près la moitié de l'assiette, mais c'est bon, je ne suis pas en régime, je suis en rééquilibrage alimentaire. Oui, oui, je peux reprendre une deuxième part de gâteau parce qu'il faut surtout pas que je me frustre trop. Je suis en rééquilibrage alimentaire. Et puis après un mois, après un mois, c'est la désillusion. Comment ça? Quoi? Je peux pas prendre l'apéro 3 fois par semaine? Quoi? Je peux pas juste manger des gnocchis lustu cru avec une tranche de jambon à midi? Mais je suis en rééquilibrage alimentaire. Quoi? C'était juste 2 croissants? Comment ça se fait que je maigris pas? Et voilà. Bon, c'est caricaturé, mais vous avez l'idée. Donc là, je vais remettre l'église au milieu du village. Vous allez savoir ce qui vous attend précisément avec un rééquilibrage alimentaire, ce qui est normal de ressentir pendant le rééquilibrage alimentaire et ce qui n'est pas normal et à quel point c'est fait pour vous ou pas, basé sur ce que je vais vous dire, sur ce que je vais vous partager au cours de cet épisode. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend avec un rééquilibrage alimentaire? Vous avez déjà fait des régimes minceurs, c'est grosso modo le profil habituel qui débute un rééquilibrage alimentaire. C'est quelqu'un, une femme en général, puisque 95% de mon audience est féminine, qui veut démarrer un rééquilibrage alimentaire après avoir fait plusieurs régimes minceurs, souvent plusieurs années, après avoir fait le yo-yo depuis à nouveau des mois ou des années. Vous avez vu une ou deux de mes vidéos tournées quelque part sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Vous avez lu 3 ou 4 emails, vous avez lu mon guide gratuit, vous avez écouté un des podcasts, l'épisode 96, j'en sais rien. Et ça y est, c'est bon, vous êtes convaincu, Mel Rousseau, on écoute, c'est bien, génial, ça change du discours ambiant. Et puis c'est vrai que moi, je veux pas être frustré. Et puis moi, c'est vrai que je veux m'écrire sans rechuter. Vision à long terme, pas de régime minceur, ça m'a ruiné la vie. Ok, ok, vous vous lancez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre un petit déjeuner riche en protéines. Donc ça y est, on est lundi matin, c'est bon, ça fait 3 semaines que vous suivez ce que je fais, ça y est, vous engagez, rééquilibrage alimentaire lundi matin. Ok, qu'est-ce qui va se passer? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, vous allez prendre un petit déjeuner riche en protéines. Parce que c'est absolument indispensable sur le plan physiologique. Vous voulez soutenir les fonctions thyroïdiennes, vous voulez abaisser le niveau de cortisol le matin après vous êtes élevé, après vous êtes réveillé. Le matin, vous êtes sensible à l'insuline, donc c'est le moment d'ingérer des calories pour soutenir la fréquence métabolique. Alors là, mais c'est un rééquilibrage alimentaire, j'ai pas faim le matin, moi je veux faire un jeûne intermittent. Non, même si vous n'avez pas faim, il faut manger parce que l'absence d'appétit le matin est le reflet d'un conditionnement néfaste que vous avez imposé à votre corps par la dérégulation circadienne. Voilà. Première désillusion, qu'est-ce que vous faites? Oui, je démarre mon rééquilibrage alimentaire, mais moi, j'ai pas faim le matin. Tu manges le matin. Tu manges le matin parce que ça s'inscrit sur le plan de la cohérence physiologique pour soutenir les fonctions thyroïdiennes, pour abaisser le cortisol, pour se servir de ce moment de la journée où la sensibilité à l'insuline est élevée, pour se servir des pulsions de sécrétion hormonale à ce moment-là. Donc voilà, tu manges le matin, ça n'a pas besoin d'être un truc hyper compliqué, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être fastidieux à cuisiner, etc. Non, on parle d'un bowl cake qui se mélange comme ça, 3 œufs avec un peu d'avoine, du miel et un fruit, boum, 5 minutes, c'est bon, c'est mangé. Oh, ça peut même être 200 grammes de skyr avec un fruit. Ça peut être 200 grammes de petits suisses avec un fruit. Ça peut être une tranche de pain au levain avec du jambon blanc. Voilà. Et du fromage frais 0%. Ok. Voilà à quoi t'attendre. Tu manges le matin en rééquilibrage. Je sais, pendant des années, j'ai dit c'est pas obligé, machin, c'est bon. J'en suis revenu. C'est la cohérence du cycle circadien affilié à la physiologie humaine et donc à la sécrétion hormonale le matin et à tout, normalement tous les indicateurs physiologiques le matin font que vous devez manger le matin. Voilà, c'est bon, je reviens plus là-dessus. Même quelque chose de léger. Et le fait que vous n'ayez pas faim le matin, c'est juste une dérégulation circadienne que vous avez forcé que vous êtes conditionné à accepter ça comme étant une normalité pour vous. J'ai pas faim le matin, j'ai jamais faim le matin. Okay. C'est juste un dérèglement des signaux d'appétit et tout ça. Ok.
Vous allez vous exposer à la lumière directe du soleil. Alors pour bien dormir, pour votre équilibre lumière rouge-bleue, pour l'hormone, pour la sécrétion de l'hormone AMSH, pour la régulation de l'appétit, voilà ce qui va se passer dans votre journée. Vous allez manger, peut-être léger mais vous allez manger, et vous allez vous exposer au soleil dès que possible, le plus tôt après votre réveil. Forcément si vous levez à 6 heures et que le soleil se lève à 8 heures, vous n'allez pas attendre le soleil pendant 2 heures. Non, vous faites votre journée, mais dès que vous avez l'opportunité le matin de vous exposer votre visage directement au soleil pendant une dizaine de minutes, vous allez le faire. Juste en ouvrant une fenêtre ou en sortant sur le balcon ou en allant travailler à pied, vous prenez le soleil. S'il y a des nuages, ça fonctionne aussi, les rayons passent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez marcher plus qu'avant. Si vous démarrez votre équilibre alimentaire, ce n'est pas Club Med, machin tourisme, non, vous allez marcher plus qu'avant. La moyenne française sur écran, c'est 5h32 récréatifs par jour. C'est-à-dire 332 minutes à se divertir sur écran quotidiennement. Donc, il y a une partie de ces 5h32 qui va sauter et vous allez les marcher à la place pour des bénéfices massifs sur votre santé. Idéalement, après les repas, pour abaisser le pic de glycémie, pour améliorer la digestion, etc., etc. Pour contribuer à la satiété aussi. Donc voilà, vous allez marcher plus qu'avant. Si vous démarrez un équilibre alimentaire, vous faisiez 5000 pas avant, vous allez probablement faire maintenant 8000, 9000, 10 000. Ok. Vous allez sûrement devoir vous forcer à manger plus de protéines et de légumes qu'avant. Forcer dans le sens où ça vous semblera trop. Et c'est justement parce que ça vous semble trop qu'il faut le faire. Pourquoi manger 700 g de légumes, 500 g de viande, 4 œufs, 300 g de produits laitiers et 400 g de fruits par jour, en plus des féculents, en plus des acides gras? Comment ça se fait que manger tout ça, 700 g de légumes, 500 g de viande, 4 œufs, 300 g de produits laitiers et 400 g de fruits tous les jours, comment ça se fait que ça ne me semble pas énorme et infaisable? Comment ça se fait? Eh bien parce que je le fais depuis 10 ans sans exception. Alors pourquoi avoir 300 g de légumes sur un repas et 200 g de viande, ça vous semble énorme? Non mais Maël, c'est trop les portions de protéines, je ne peux pas, 200 g de viande, 300 g de légumes, c'est énorme dans mon assiette. Eh bien parce que vous avez l'habitude d'avoir une structure de repas bancale, pour ne pas dire pourrie. Oui mais Maël, toi tu fais plein de sport et tu es actif, c'est énorme. Oui, je mange plus de protéines et de légumes que vous, oui. Mais comment ça se fait que je mange moins de lipides et de glucides que vous? Alors que je fais plein de sport, que je fais 80 kg, que je suis actif, que je fais largement plus de 10 000 pas par jour et que j'ai un métabolisme extrêmement rapide, comment ça se fait que malgré tout ça, vous mangez plus de glucides et de lipides que moi? Eh bien parce que la hiérarchie de mes repas est cohérente et elle est axée sur l'optimisation de ma santé. Donc, si vous arrivez à manger 300 g de pâtes bolognaises, pas de problème, vous réussirez à manger 200 g de poulet et 300 g de ratatouille à midi. T'inquiète, ça va aller. Si tu peux t'empiffrer, manger une pizza entière, tu vas à la pizzeria, tu peux commander une pizza entière et la manger, t'inquiète, ça ira, tu arriveras à manger 200 g de poulet et 300 g de ratatouille. Ce qui va se passer, et je vous rassure, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une incompréhension avant la réalisation. 200 g de poisson plus 300 g de légumes, évidemment, c'est beaucoup si vous continuez à manger vos 300 g de pâtes à côté. Mais ça n'est pas qu'il y a trop de protéines et trop de légumes, c'est que vous vous gavez de féculents et qu'il y en a beaucoup trop. Mauvaise hiérarchie de construction du repas. Donc, je vous répète le point, vous allez sûrement devoir vous forcer à manger plus de protéines et de légumes qu'avant et forcer dans le sens où ça vous semblera trop. Et vous n'imaginez pas le nombre de commentaires que j'ai à ce sujet. Et d'ailleurs, l'autre jour, il y a eu un commentaire extrêmement intéressant et pertinent sous une vidéo Instagram de quelqu'un qui répondait à un commentaire en disant « Oui, moi aussi, ça me paraissait énorme de manger 300 g de légumes par repas, 200 g de viande, même quand je l'avais dans mes assiettes, ça me paraissait énorme. Et c'est justement parce que ça me paraissait énorme que je devais le faire. Et qu'en le faisant, j'ai perdu 17 kilos en 6 mois. » C'est quelqu'un qui a commenté ça sous un post Instagram, qui suit les fiches repas et équilibre alimentaire et qui disait justement c'est parce que ça me semblait énorme que je devais me forcer à le faire et c'est justement en se forçant à le faire que s'est rendu compte que ah mais en fait c'est là pour une raison, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas faim entre les repas, c'est pour ça que ma satiété est bonne, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je perds pas de muscle et que je perds du gras majoritairement. Et oui, tout ça existe pour une raison.
Ensuite, dans le rééquilibrage alimentaire, c'est OK de manger des frites et du pain. Oui, bien sûr. Mais vous allez devoir peser les portions. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à l'extrême opposé des régimes. Parce que vous pouvez manger ce que vous voulez, certes, mais en restant dans le cadre du déficit calorique. Là où vous auriez voulu remplir votre assiette de frites avant, vous avez maintenant la place d'en mettre 150 grammes et pas plus. Vous mangez des frites quand même, mais vous en mangez une portion qui aligne ce que vous voulez, maigrir, je vous le rappelle quand même, et ce que vous faites pour y arriver. Donc on continue la journée, voilà, ça c'était le midi. Vous rentrez du boulot à 17h et plutôt que de vous remplir de cookies, bah, goûtez, goûtez, cookies, parce que, alors, non mais attends Maël, attends, je me remplis de cookies parce que les enfants prennent leur goûter et que je suis avec eux et que les cookies, ça leur fait vraiment plaisir de prendre le goûter avec leur maman, machin. Et ça va, c'est bon. on connaît l'histoire. Ils sont aussi contents de prendre le goûter avec vous si vous mangez un cookies et puis un peu de fruits et du fromage blanc que si vous mangez 7 cookies. Les enfants, ils ont de l'âge pour le goûter, ça va. On connaît l'histoire. Et moi le premier, hein. Quand on va se promener au parc le dimanche et dit ah, pas la peine d'emmener le goûter, c'est bon, je vais acheter des croissants. Ça fera plaisir aux enfants, oui, ça fera pas plaisir qu'aux enfants. Bizarrement, j'achète pas des croissants que pour les enfants. Moi aussi, j'en achète un pour moi. Donc les enfants, ils ont de l'âge. Donc, ce qui va se passer en rentrant à 17h du boulot, vous allez manger un seul cookie pour partager le goûter avec les enfants et parce que c'est sympa de manger un cookie. Et puis, vous allez manger des petits Suisses et une clémentine avec ça. Voilà, parce que les cookies sont vraiment pour les gosses et pas juste une excuse pour en manger sans culpabiliser. Soit dit en passant, ce serait probablement utile, intéressant sur le plan de l'équilibre alimentaire de faire manger aussi des petits Suisses et puis des fruits aux enfants et pas seulement des cookies. Bon, faites ce que vous voulez. Parce que vous êtes en phase de perte de poids et que un cookie c'est ok, mais 4 c'est la stagnation. C'est un rééquilibrage alimentaire. Ça n'est pas manger 2 haricots verts en plus et un demi-Twix en moins le 10 du mois. Voilà. Donc c'est tous les jours. Ensuite, vous mettez les enfants à faire leurs devoirs, vous pliez le linge de ce matin et à 17h30, vous mettez votre tapis de yoga dans le salon et vous faites une séance de renforcement musculaire de 25 minutes. Et oui, vous auriez préféré vous allonger dans le canapé pour regarder Super Nanny ou les Reines du Shopping tout en végétant sur Facebook, mais non, c'est pas ça qui va se passer parce que, en fait, vous manifestez la volonté de maigrir et d'améliorer votre apparence physique et qu'au fait, il ne suffit pas de parler et de vouloir, à un moment, il faut agir. Et qu'au fait, 25 minutes de renforcement musculaire à la maison, c'est à la fois ridiculement peu, c'est bon, vous faites votre 25 minutes, vous allez prendre une douche vite fait et ensuite vous pouvez vous affaler pour regarder Super Nanny, ça va. C'est ridiculement peu et pourtant ça produit un changement énorme dans votre composition corporelle à moyen et long terme. 2 fois 25 minutes de renforcement musculaire par semaine, top. C'est un premier pas pour quelqu'un qui était sédentaire, c'est un premier pas vers le retour à l'athlétisation. Ensuite, quand vous pensez au repas du soir, donc ça y est, c'est bon, vous avez fait votre séance de sport, vous avez pris une douche vite fait, vous êtes en tenue un peu plus confortable et vous regardez Super Nanny et voilà, il est 18h30, vous pensez à faire à manger. Donc, vous allez réfléchir au repas du soir avec les protéines en premier. En gros, ça n'est pas bon, Super Nanny, ok, c'est la pause sur W8, c'est la pause pour Super Nanny. Tiens, qu'est-ce qu'on va manger avec la purée ce soir? Non, vous allez oublier cette façon de penser, vous allez réfléchir différemment. C'est bon, on va faire des brochettes de dinde avec une poêlée de légumes surgelés. Et je vais aussi ajouter de la purée. Vous pensez à la structure du repas comme protéines, quelle source de protéines on va manger, quelle source de légumes on va manger, et tiens, quel féculent on peut ajouter. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc voilà, c'est ce qui va se passer dans votre journée. Et puis après le repas, vous allez marcher 20 minutes pour promener le chien, pour améliorer la digestion, pour lisser le pic d'insuline, pour augmenter votre niveau de dépense calorique, promener le chien, faire de la trottinette avec les enfants, marcher tout seul pour écouter un podcast. Voilà. Et puis en allant vous coucher le soir, vous aurez passé une journée neutre. Vous n'avez pas eu l'impression d'être au régime hardcore, vous n'avez pas eu non plus l'impression d'avoir mangé tout ce que vous vouliez vraiment dans des quantités illimitées. C'est normal, c'est
normal. Vous n'êtes pas à l'extrême droite du spectre. Vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Ça n'est pas la gloutonnerie sans limite. Vous êtes là pour perdre du poids. Vous n'êtes pas là pour jouir à chaque repas. Les 100 grammes de frites à midi, eh bien vous auriez préféré en manger 300 grammes. Et oui, mais non. Le cookie au goûter, vous auriez préféré en manger 3 ou 4 ou 5. Et oui, mais non. En préparant le dîner, vous auriez préféré manger des poignées de cacahuètes plutôt que de manger une carotte crue. Et oui, mais vous êtes là pour perdre du poids, pas pour gloutonner. Les 20 minutes de marche d'après le dîner, vous auriez préféré vous affaler dans le fauteuil ou dans votre lit pour regarder les TikTok les plus marrants du jour. Et oui, mais non. Ok, c'était pas une journée horrible à vivre, mais ça n'était pas ce que vous vouliez vraiment de façon pulsionnelle, ça n'est pas ce que vous vouliez faire absolument. Vous avez dû gérer de la contrainte et vous avez dû faire des compromis. Le cookie, c'était mieux que rien, mais c'était moins bien que d'en manger 4. Le dîner, il était bon, mais vous auriez aimé manger 2 danettes choco en dessert. Mais non, ça n'est pas arrivé. Et les journées, elles vont se répéter comme ça. C'est sympa de manger un cookie, mais vous auriez préféré en manger 4. À midi, vous avez mangé 100 grammes de frites, mais vous auriez préféré en manger 300. Le soir, vous auriez préféré manger 2 danettes de chocolat en dessert plutôt qu'un carreau de chocolat noir. Oui, il y a une forme de compromis qui est absolument indispensable pour la perte de poids. Et à nouveau, je vous le répète, les journées vont se répéter comme ça. Certaines vont être plus chiantes et difficiles que d'autres, certaines vraiment faciles et paraissant naturelles. Et c'est voilà, grosso modo, ce qui va se passer pendant votre rééquilibrage alimentaire. C'est loin d'être horrible et invivable, c'est loin d'être un truc sans limite où vous perdez du poids en mangeant ce que vous voulez dans les quantités que vous voulez. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, ce qui est normal et qui va vous arriver pendant votre phase de perte de poids avec un rééquilibrage alimentaire. Premièrement, avoir faim. Si vous dormez uniquement 4 heures par nuit pendant plusieurs nuits, vous allez ressentir de la fatigue par un phénomène physiologique naturel qui vous protège du manque de sommeil. Si vous dormez peu, vous êtes fatigué. Oui. Si vous regardez le soleil directement avec vos yeux, en même temps vous n'allez pas regarder avec votre pied, si vous regardez le soleil directement à 14 heures, vous allez fermer les yeux et tourner le regard par un phénomène réactionnel naturel qui protège votre rétine de la brûlure. Oui. Si vous buvez une quantité d'alcool supérieure à ce que votre foie est capable de métaboliser, vous allez vomir par un phénomène de protection naturelle qui vous empêche de vous empoisonner au point de mourir. Oui. Ok, alors qui n'est pas d'accord? Qui trouve ça anormal ou discutable? Personne. Tout le monde est d'accord pour dire si tu dors très peu, tu vas être fatigué, c'est un phénomène physiologique normal. Oui, si tu regardes directement le soleil sans lunettes à 14 heures, tu vas fermer les yeux et tourner le regard par un phénomène naturel, normal de protection pour ne pas te brûler la rétine. Si tu bois trop d'alcool, tu vas vomir pour ne pas arriver à un point hépatotoxique où tu meurs par empoisonnement. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Si vous êtes en déficit calorique et que vous mangez quotidiennement une quantité de calories inférieure au niveau de consommation de votre corps, c'est-à-dire vous mangez moins que ce que vous dépensez, la réaction physiologique naturelle de votre organisme sera d'augmenter la fréquence et l'intensité des signaux de faim. Pourquoi? Eh bien pour éviter que vous ne mouriez de faim par un phénomène physiologique naturel de protection de l'organisme. Vous avez faim, la faim pendant une phase de perte de poids est un phénomène aussi naturel que la fatigue si vous manquez de sommeil. La différence majeure, c'est que vous ne pouvez pas accumuler de réserve de sommeil, donc il faut absolument tenir compte de cet indicateur, de cette alarme de fatigue, alors que vous avez accumulé, malgré vous, une quantité significative de calories sous forme de graisse qui vous permet de façon rationnelle de dire « Ah, j'ai faim, mais je pèse 40 kg de plus que ce que je devrais véritablement si j'étais en forme physique optimale. C'est bon, j'ai des réserves, je ne vais pas mourir de faim. C'est juste une information que je reçois, de laquelle je n'ai pas besoin de tenir compte. » Vous avez faim en déficit calorique, ça vous arrive. Bravo, je vous applaudis. Les signaux de votre organisme sont fonctionnels. Est-ce que c'est agréable d'avoir faim pendant un rééquilibrage alimentaire? Non. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que vous allez mourir? Non. Il y a une marge immense.
Si vous appliquez correctement les principes du rééquilibrage alimentaire, vous aurez rarement faim grâce à l'optimisation des apports nutritionnels et grâce au choix de composition des repas. Mais parfois, vous sentirez un petit creux dans le ventre vers 17h30 et c'est ok, ça ira. Vous allez survivre. Votre corps a des milliers de calories à puiser pour compenser dans vos réserves de gras, des dizaines et des dizaines de milliers en vérité. Donc, pas la peine de paniquer, pas la peine d'écrire votre testament, pas la peine d'appeler vos enfants pour dire voilà, maman est en train de mourir, elle a tellement faim. Non, c'est bon, ça ira. Pas la peine de chialer, ça va aller. Hein, vous êtes adulte. Deux, mais je dis ça parce que ça va vous arriver. Ça va vous arriver véritablement. Vous pouvez rire, pleurer, pas mourir de faim et tout. Non mais ok, mais n'empêche qu'à 17h, il ne faudra pas rigoler en fait. Il faudra juste dire ah j'ai faim, ok c'est bon, je peux attendre le dîner. Ça va, c'est juste une information. Et pas dire ah j'ai tellement faim, c'est horrible, je peux rien faire, je pense qu'à ça. Et c'est la perte de poids, c'est un déficit calorique, c'est une information physiologique qui revient à votre cerveau. Ah oui, j'ai faim parce que je suis en train de perdre du poids, parce que je suis en train de puiser dans mes réserves et que mon corps aime pas trop ça. Voilà. Deuxième truc qui va vous arriver, avoir la flemme. Alors ça, quand votre fille remplit sa couche pour la 5e fois de la journée, vous avez la flemme de la changer. C'est normal. Mais vous le faites parce que c'est votre responsabilité. Vous avez choisi d'avoir cet enfant, vous en prenez soin, peu importe le niveau de flemme que vous avez. Quand il fait un temps magnifique dehors, en printemps, là, avril, superbe, 26 degrés, temps magnifique, les oiseaux qui chantent, un petit vent frais, génial et que vous devez aller travailler enfermé dans le bureau, vous avez la flemme d'y aller. Ça vous ennuie d'aller au travail alors que vous pourriez profiter de votre terrasse. Mais vous le faites parce que c'est votre responsabilité. Vous avez choisi de prendre un emprunt pour payer la maison, vous avez une facture d'électricité la semaine prochaine et vous avez la vidange de la bagnole à régler. Donc vous bossez, peu importe le niveau de flemme parce que c'est votre responsabilité. Vous passez votre vie à faire des trucs malgré la flemme parce qu'ils tombent sous le coup de votre responsabilité. Et devinez quoi? Eh bien, ça va, vous y arrivez. Alors, très régulièrement, vous aurez la flemme de sortir marcher 10 minutes après le repas, pendant votre équilibre alimentaire. Ça arrivera très souvent. Vous aurez la flemme d'éplucher la carotte, de préparer 3 repas d'avance pour les soirs où vous rentrez tard. Vous aurez la flemme de faire la liste de courses, la flemme de cuire 2 steaks. Et devinez quoi? C'est la vie et personne ne va le faire à votre place. C'est votre problème, c'est votre responsabilité. Je vous dis juste ce qui va se passer. À nouveau, j'insiste régulièrement sur l'importance de la logistique pour maigrir. Tout ce qui vous demande de la volonté et de la motivation régulièrement devrait être remplacé par de la logistique avec des automatismes qui vous facilitent la vie. Mais parfois, malgré ça, vous aurez quand même la flemme. Et ces fois-ci, vous décidez de prendre votre responsabilité ou de la fuir. Si vous agissez dans le sens de votre objectif, vous serez fier immédiatement après avoir fait. Vous aviez la flemme, vous le faites quand même, vous êtes fier. Et si vous succombez à la flemme, eh bien vous aurez honte et vous trouverez des excuses à 2 balles auxquelles vous-même ne croyez pas. Donc, des fois, malgré tout, vous louperez le coche et c'est OK. La seule chose qui compte, c'est de réduire ça le plus possible pour avancer, quoi qu'il arrive. Troisième truc normal pendant votre équilibre alimentaire, ne pas être satisfait de votre plat. Le rééquilibrage alimentaire pour maigrir en respectant vos goûts, ça ne veut pas dire le rééquilibrage alimentaire pour maigrir en mangeant pizza, chips, bière, Twix tous les jours. Ça n'a rien à voir. Respecter ses goûts, c'est manger des haricots verts parce que vous aimez bien et dégager les brocolis parce que vous détestez. Ça, c'est respecter ses goûts. Respecter ses goûts, ça veut dire oui, c'est pas mal le steak ratatouille pomme de terre. Ça ne veut pas dire que c'est le truc dont vous rêvez et pour lequel vous salivez depuis 7 heures ce matin. Ratatouille, steak, pomme de terre, avec un peu d'huile d'olive, bon, c'est bon, mais vous n'en rêvez pas constamment. Ça ne vous fait pas saliver. Ça veut dire que vous mangez quelque chose qui correspond à vos besoins réels, qui vous assure de progresser et que vous appréciez manger sans que ce soit transcendant. Et parfois, incroyable, vous auriez préféré manger une pizza. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais alors, leur équilibrage alimentaire, c'est pas bien parce que moi, les haricots verts, c'est pas mal, mais je préférerais manger une pizza. Si on mange selon nos goûts sans se frustrer, ça veut dire que si je veux manger une pizza, je peux. Oui, mais en fait, il y a aussi une réalité calorique, en fait. Donc, devinez quoi? Je vais vous expliquer un truc. Chaque putain de repas que je fais depuis 20 ans, je préférerais manger une pizza. Ce midi, j'ai mangé des nouilles de riz avec des poivrons, tomates, oignons rouges. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Poivrons, tomates, oignons rouges.
ail, carottes, et puis 300 grammes de bœuf. C'était bon, c'était sympa à manger. Devinez quoi? J'aurais préféré manger une pizza. Si j'avais eu le choix comme ça devant, on me dit ok, ça a exactement les mêmes conséquences physiologiques et physiques, tu choisis juste selon tes goûts, j'aurais mangé la pizza. Et c'est pour ça, c'est comme ça pour tous les repas depuis 20 ans. Et puis chaque jour de ma vie, au passage, chaque jour de ma vie, je préférerais jouer aux jeux vidéo plutôt que de bosser. Là, plutôt que de faire ce podcast, ça me plaît, c'est sympa. Voilà, c'est pas hyper contraignant, ça apporte de la valeur, ça aide des gens à progresser, c'est génial. Mais je préférerais ne rien foutre et jouer aux jeux vidéo. C'est plus divertissant, c'est plus stimulant, prendre la dopamine, c'est quand même plus sympa. Voilà. Et puis chaque nuit où ma fille pleure, moi les cernes, je préférerais mettre des boules caisses et dormir plutôt que de l'entendre chialer et d'aller la réconforter. Alors oui, bienvenue sur Terre. Chaque seconde de votre existence n'est pas parfaitement alignée avec le truc que vous voudriez le plus faire. Sinon, on serait tous complètement drogués à l'héroïne en regardant la télévision et en mangeant de la malbouffe. Voilà. Des fois, le mardi midi, en regardant votre cabillaud avec du riz et une julienne de légumes, pardon, vous ferez un peu la gueule. Ouais, vous êtes comme ça, mardi midi, vous sortez du boulot, matinée un peu stressante, réunion pas très intéressante, voilà, vous regardez votre assiette, ah, il y a 250 grammes de cabillaud avec une julienne de légumes et du riz. Ouais, c'est un peu chiant quoi. Vous préféreriez manger, je sais pas, un cordon bleu perdu avec des frites, ouais, ouais, c'est pas super cool. Mais au bout du compte, ça vaut le coup de faire un peu la gueule, de manger ça et de faire 58 kilos dans 8 mois. Comme ça vaut le coup de se lever pour consoler sa gamine qui a fait un cauchemar malgré l'envie de rester au lit. Comme ça vaut le coup de se forcer à aller bosser plutôt que de se faire dégager pour non-paiement du loyer. Si jamais vous arrêtez de bosser, vous n'avez plus de salaire, vous ne pouvez plus avoir le loyer. Donc ça vaut le coup. Quatrième truc qui va vous arriver, faire des variations de poids. La perte de poids ne sera pas linéaire. Ça va faire les montagnes russes et vous avez intérêt à vous attacher, à mettre votre ceinture de sécurité. Pendant 15 jours, tout sera absolument parfait. Bien mangé, fait du sport, bien dormi, pas de sortie, pas d'alcool, plus 200 grammes sur la balance. Ouais. Puis la semaine suivante, alors que vous avez un peu relâché par déprime, voilà, ça me saoule, ça marche pas, j'ai pris 200 grammes alors que j'ai tout fait parfaitement, vous vous pesez quand même le vendredi, boum, moins 1,3 kg. Ouais, là, les variations de poids à court terme ne valent absolument que dalle. Que dalle. C'est aussi fiable que si vous demandez à votre chien d'aboyer une fois s'il veut partir en Espagne cet été pour les vacances. Il n'en a aucune foutue idée. Alors, tu veux aller où en vacances cet été? Alors, vas-y, aboie une fois pour l'Italie. Il aboie pas. Aboie une fois pour l'Espagne. Il aboie 4 fois. Voilà. Il n'en a aucune foutue idée. Il comprend absolument rien. Et les variations de poids à court terme, c'est aussi fiable que votre chien. Ça ne vaut rien. Il y a beaucoup trop de facteurs externes qui influencent votre poids sur la balance. Prévoir que cette semaine, vous aimeriez perdre 700 grammes et que vous avez super géré, c'est d'une débilité absolue. Alors moi, cette semaine, je le sens bien, je vais perdre 100 grammes par jour en moyenne, 700 grammes dimanche quand je me pèse. C'est complètement con, mais complètement con. Vous contrôlez ce que vous mangez, combien de pas vous faites, vos séances de sport, l'heure à laquelle vous vous couchez. Oui, vous ne contrôlez pas les conséquences directes de vos actions et les répercussions de ces actions sur votre poids à court terme de façon précise. Vous avez une influence massive sur la trajectoire de votre poids, pas sur les résultats d'une pesée isolée. C'est chaotique et je commence à en avoir ras-le-bol de recevoir des messages complètement cons du genre « Mais je comprends pas, j'ai repris 800 grammes entre hier et aujourd'hui. Maël, je suis les fiches repas, j'ai repris 800 grammes, c'est pas normal. » Ben oui, parce que hier matin, tu as été te vider aux toilettes à cause des 11 pruneaux que tu as bouffés au goûter. Donc tu as été te vider complètement tout le système digestif. Tu t'es pesé juste après. Oh, dis donc, 60 kilos. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et puis, tu as remangé 3 repas. Tu as mangé un brunch, puis après, tu as mangé un repas à midi, puis après, tu as mangé le dîner. Tu n'es pas retourné aux toilettes depuis. Tu te repèses le lendemain et tu fais merde, je comprends pas, j'ai pris 800 grammes. Évidemment que tu as pris du poids. Ton système digestif est plein à craquer de nourriture. Bien sûr que tu as pris 800 grammes. Sans déconner. Pesez-vous 3 fois par semaine. Faites une moyenne de ces 3 pesées. Ok, lundi, je faisais 60 kg. Mardi, je faisais 60,5 kg. Et puis,
mercredi 60,5 kg et puis samedi, par exemple, je faisais 59,5 kg. Quelle est la moyenne de mon poids? 60 kg cette semaine. Ok, ça c'est la moyenne de mon poids pour la semaine. Et ensuite, vous faites comme ça des moyennes toutes les semaines et vous regardez la trajectoire de progression. Vous comparez les moyennes sur plusieurs mois en établissant la trajectoire sur une feuille et vous regardez. Si ça monte, il y a un truc qui bug. Si ça stagne, il y a un truc qui bug. Si en moyenne la trajectoire descend, bravo, vous êtes en train de perdre du poids. Basta. Cinquième truc normal qui va vous arriver, louper des journées. Être humain, c'est être imparfait, c'est être inconstant et sujet à des milliers de variables incontrôlables constamment. Super, bravo, génial, vous n'êtes pas un robot. Ça implique de louper des journées, ça implique de trop manger, ça implique des fois de pas assez manger, ça implique de louper une séance de sport, de mal dormir, de craquer sur des nounours à la guimauve, d'oublier son repas à la maison, de devoir faire un repas imprévu au resto. Dingue, c'est la vie. C'est la vie humaine. Vous allez complètement foirer des journées. C'est le jeu, je vous le dis maintenant, si vous n'avez pas encore débuté ou si vous vous remettez dans le bain, vous allez foirer des journées, mais complètement, de A à Z. Et il y a une seule solution face à ce problème, retournez dans le bain directement, remontez à cheval. Si vous entrez dans le foutu pour foutu, si vous cramez les bateaux, eh bien vous pouvez ruiner 3 mois de progrès en une semaine de lâchage total. Si vous loupez une journée et que vous reprenez tranquillou le lendemain, ok, je suis humain, j'ai loupé une journée, j'ai pas pu aller au sport hier parce qu'il y avait des bouchons, j'ai passé 2 heures dans les transports, ok, c'est comme ça. Eh bien, vous reprenez le lendemain normal, tranquillou, eh bien, ça passe inaperçu sur le moyen et le long terme. Sixième truc qui va vous arriver, remettre votre objectif en question. C'est votre cerveau qui vous manipule pour manger des donuts. Avant d'enregistrer cet épisode, j'étais au soleil en terrasse en train de boire un thé avec ma femme. C'est super agréable, il fait 28 degrés aujourd'hui, il y a un peu de vent, mon balcon est à l'ombre l'après-midi, c'était vraiment génial. J'étais bien, j'aurais pu faire une sieste, j'aurais été vraiment à l'aise à l'idée de faire une sieste. Et donc mon cerveau, il était très très fort en train d'insister pour reprendre un thé avec ma femme et repousser l'enregistrement du podcast à demain. Vraiment, il appuyait comme ça. Non mais c'est bon, tu as écrit tout le podcast ce matin, tu vas pas le tourner cet après-midi, tu as le temps, demain, machin, ça ira. En plus, c'est mieux de tourner les podcasts le matin. Voilà, très très fort. Et tous les jours, il me le fait. Tous les jours, il me le fait. Il essaye de remettre mon objectif en question, remettre ce que j'ai à faire en question. Enfin, il y a le temps, ça va, c'est pas pressé, demain tu seras plus en forme et tout ça. Ouais. Et bien pareil, c'est la même chose pour le rééquilibrage alimentaire. À l'anniversaire de votre sœur, quand on vous proposera une 3e part de génoise au chocolat, enfin, ça va, c'est l'anniv de ta sœur, tu peux profiter. Et puis, cette perte de poids là qui stagne depuis un moment là, il vaut mieux relâcher la pression quand même. Faut vraiment pas que tu te stresses trop, hein. Non, mais reprends une 3e part, ça ira, et voilà. Et votre cerveau va faire ça constamment. C'est une arnaque. Vous allez remettre régulièrement votre objectif en question et à chaque fois, c'est une putain d'arnaque de votre cerveau qui essaye de vous manipuler pour manger plus de calories. Ou pour ne rien foutre, dans mon cas. Voilà, plutôt que de travailler, ouais, ça va, le vent est sympa et tout, faut profiter, c'est bon, la vie, c'est pas très long. Non, j'ai un podcast à enregistrer, j'enregistre mon podcast. Ça va les arnaques. 7e point, avoir de la volatilité de motivation. Même chose, parfois vous aurez une motivation de dingue, parfois vous aurez zéro motivation. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous avez le droit d'observer le phénomène sans avoir d'avis dessus. Parfois, je suis bouillant pour aller à l'entraînement et j'y vais. Parfois, j'ai envie de tout faire sauf d'aller m'entraîner. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais quand même. La discipline d'accomplir ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire, c'est ça qui compte. Alors, en 2025, c'est de plus en plus dur tellement l'idée générale, c'est de tout mériter sans rien foutre et de chialer quand on n'obtient pas parce qu'on a l'impression de mériter par le simple fait d'exister sur cette terre. Mais non, non. Déjà, c'est cool d'avoir des supermarchés, d'avoir des lave-linges, d'avoir le chauffage au sol. Il y a quelques temps, quand même, peut-être trop jeune pour l'avoir connu, et moi aussi, mais bon, il suffit de parler à vos aînés. Il y a quelque temps, il fallait aller chasser, il fallait faire la lessive dans la rivière et il fallait allumer un feu pour ne pas crever de froid. Donc la notion de mériter ce que l'on a est déjà un peu rongée parce que des gens intelligents ont inventé pour faciliter nos vies. Le lave-linge, c'est quand même sympa en fait. Mais tous les jours, vous n'êtes pas là.
rempli de gratitude pour le lave-linge et pour le fait que vous n'avez pas besoin d'aller à la rivière pour laver le linge. Le chauffage au sol, ou quand il fait froid dehors, ça réchauffe les petits pieds quand même, c'est sympa. Vous n'avez pas une gratitude immense. Euh, donc voilà, un peu de gratitude pour la facilitation de l'existence et un peu de coup de pied au cul, ou même beaucoup de coups de pied au cul pour faire le minimum syndical. C'est-à-dire éplucher sa putain de carotte, même si on n'est pas motivé pour le faire. Oh non, non, mais là, j'étais pas motivé hier. Du coup, j'ai mangé des cacahuètes avant de préparer le dîner. Mais pourquoi tu devais faire quoi? Ouais, j'aurais dû éplucher ma carotte et la manger, mais j'étais pas motivé. C'est ça tes problèmes. Éplucher une carotte, ça te demande de la motivation. Ouais, mais j'avais pas de motivation. Et si je te propose par exemple de éplucher ta carotte et la bouffer même si t'es pas motivé? Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, ça demande pas de motivation d'éplucher une carotte et de la manger. Ouais, mais non, en fait, tu voulais juste bouffer des cacahuètes, tu prends pas de la responsabilité. Ok, ça arrive. Ça peut être de temps en temps, c'est d'accord, mais ne pas remettre ça sur le coup de la motivation. Et huitième truc qui va vous arriver régulièrement, qui est normal, pardon, qui est normal pendant un rééquilibrage alimentaire, chercher d'autres méthodes et solutions. Alors ça, c'est classique, c'est un grand classique de l'humanité. Euh, Tous mes potes qui ont eu 14, 15, 20 relations amoureuses qui se finissent toujours sur le même pattern. Ça se finit toujours de la même manière, tout le temps la même chose, et qui disent, ouais, Maël, ah là, ça s'est mal passé, ça s'est mal fini. Il faut vraiment que je trouve la bonne. Il faut vraiment que je cherche et que je trouve la bonne. Sans même imaginer que le problème est interne. Si tu as eu 15 relations amoureuses qui se sont terminées 15 fois de la même façon, sur le même pattern, c'est probablement pas qu'il faut chercher la bonne, c'est probablement qu'il faut se poser des questions. Faire 3 mois de rééquilibrage alimentaire en appliquant vite fait à 40%, 40-45% et dire faut vraiment que je change de méthode parce que ça marche pas, hein, ça marche pas. Sans même imaginer qu'au fait qu'il fallait se bouger le cul plutôt que d'être un touriste qui applique uniquement ce qu'il arrange pendant le rééquilibrage alimentaire. Voilà, ça va vous arriver, ça va vous arriver. Ah, mais non, la méthode ne marche pas, c'est pas. Oui, il a quasiment 20 000 témoignages, mais non, ça ne marche pas, j'y crois pas. Ah, peut-être qu'en fait, tu n'as pas bien appliqué, ou tu n'as pas assez appliqué, ou tu t'es pas assez investi, ou tu l'as pas fait pendant assez longtemps. Bonne idée d'y penser. Et neuvième truc normal qui va vous arriver régulièrement, probablement, mentir et être arrogant. Et enfin, donc mentir et avoir de l'arrogance face à la vie. Du style, alors, moi, je fais tout parfaitement depuis 3 semaines, mais ça ne fonctionne pas. Tout, mais parfaitement, parfaitement, hein. Alors, 5 minutes de questions plus tard au téléphone, ah ouais, ok, et ça, et ça, et ça. Alors, ok Maël, j'ai fait 2 séances de sport sur les 8 en 3 semaines. Oui, oui, c'est vrai, mais à part ça, ok, j'ai été au resto 3 fois et au McDo 2 fois en 3 semaines. Ok, mais à part ça, ok, en plus j'ai grignoté des cacahuètes tous les soirs. Et puis j'ai mangé 2 fois moins de protéines que prévu tous les jours. Et puis ok, je mange un sneaker à ma pause le mercredi matin et le vendredi. Mais à part ça, j'ai tout bien fait. À part ça, vraiment, à part ça, j'ai tout bien fait, parfait, et pas de perte de poids. Pas de perte de poids, ça fonctionne pas. Ouais, ben non. Et puis le niveau d'arrogance qui m'arrive parfois en coaching et qui me fait vriller. Alors ça c'est vraiment régulier. Vous pouvez en rire, machin, imitation, mais c'est des situations quotidiennes. Niveau d'arrogance que j'ai en coaching, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors déjà quand ça commence comme ça, c'est pépite. Je sais que ça va être super. C'est pas normal. Avec tout ce que je fais, je suis le programme et tout, avec tout ce que je fais, je devrais progresser. C'est pas normal, je devrais progresser. L'univers n'en a absolument rien à foutre de vos états d'âme, de vos sentiments, de vos considérations, de votre sensibilité et de ce que vous voulez. Rien, nada, aucune empathie, aucune considération envers vous, petit individu humain. Rien à foutre. Le seul truc qui est normal, c'est la réalité. La réalité est super simple. Si je fais 2 mois d'efforts pour perdre du poids et que je n'ai pas perdu un seul gramme, je n'étais pas en déficit calorique et mes efforts perçus n'étaient pas suffisants ou alors pas bien ciblés. Basta, basta. Il n'y a pas de mais Maël, pourtant, c'est pas normal. Non, Maël, il n'y peut rien. On ne négocie pas avec le réel. Donc, c'est pas normal, c'est pas normal. Faire 2 mois d'efforts perçus et ne pas maigrir, c'est pas normal.
C'est ça que tu me dis? Mais oui, mais j'ai fait plein d'efforts, j'ai changé plein de trucs, j'applique tous les conseils ou presque, je sors quasiment jamais du cadre, je suis sûr d'être en déficit calorique, je mange assez de protéines, c'est pas normal, c'est pas normal. Faire autant d'efforts pour ne pas avoir de résultat, c'est pas normal. Ok, bon, bah ok, c'est pas normal. C'est pas normal selon toi? Non, pas normal. Et le fait que tu sois né avec deux yeux fonctionnels alors que ton cousin est né aveugle, est-ce que c'est normal? On demande à l'univers. Si c'est pas normal, si on, selon toi, l'univers euh, crée une anormalité spécifiquement pour toi, tu as fait 2 mois d'efforts, tu n'as pas maigri, c'est pas normal. Ok, dans ce cas, on demande à l'univers, est-ce que c'est normal que tu aies une vision parfaite alors que ton cousin est né aveugle? On demande à l'univers, est-ce que c'est normal? Je te pose la question. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien que mon cousin soit né aveugle. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'y peux rien. Tes efforts ne sont pas suffisants. Tu n'es pas assez constante dans ta perte de poids et c'est pour ça que tu stagnes. Et j'y peux rien, comme ton cousin aveugle. J'y peux rien. C'est l'univers, c'est comme ça. Le réel est pur. Ça n'a aucun intérêt de se battre contre lui. Vous devez juste l'observer et l'écouter pour savoir ce qu'il faut faire et changer dans votre habitude. Basta. Bon, voilà. Un beau programme pardon, qui vous attend. Tout ça, ça va vous arriver, hein. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire, là, c'est 9 points, 99% de chances que ça vous arrive, plus ou moins fréquemment, plus ou moins violemment. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui n'est pas normal. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire et que vous vivez ces choses-là qui suivent, ça n'est pas normal et vous devez le corriger. Premièrement, être constamment affamé. Ça n'est pas normal d'être constamment affamé. La structure de vos repas est sous-optimale. Vous devez manger plus de protéines, de légumes et d'aliments à haut indice de satiété. Vous devez passer plus de temps à mastiquer et vous devez lâcher vos écrans en mangeant. Un déficit calorique n'est pas une famine. Ça n'est pas normal d'être affamé constamment. Deuxièmement, ce n'est pas normal de se sentir très fatigué. Vous ne dormez sûrement pas assez et ça se manifeste en accumulation du déficit calorique. Quand vous mangiez 3000 calories par jour, c'était camouflé, alors que là, c'est amplifié. Donc, couchez-vous plus tôt, faites des micro-siestes. Ça n'est pas normal de ne pas suivre ces données. Tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Votre ressenti n'est pas fiable. Ça n'est pas tiens, alors là, je sens que je perds du poids. C'est cool là. Je sens que je perds du poids. Non, c'est si je me fie à mon tableau de suivi de progression, la tendance de mon tour de taille, de mon poids, de ma température corporelle est en phase avec mon objectif. C'est ça. Ça n'est pas normal de transformer sa vie entière. Ça n'est pas normal de se sentir sous la contrainte permanente pendant un équilibrage alimentaire. C'est simplement un ajustement de vos portions et structure de repas. Vous ne devriez pas avoir à subir les progrès. Ça n'est pas normal de lier votre poids à votre humeur. Être super heureux et euphorique quand vous montez sur la balance en voyant moins 600 grammes et devenir dépressif pour 24 heures en voyant plus 500 grammes, ça n'est pas normal. Vous devez absolument décorréler votre humeur de votre poids. C'est juste une donnée isolée pour quantifier vos progrès, rien de plus. Votre vie ne vaut pas plus ou moins en fonction de votre poids le mardi. Vous n'êtes pas un sac d'or dont la valeur varie en fonction de la masse. Et enfin, attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, ça n'est pas normal. Vous êtes seul maître à bord du navire. N'attendez pas que vos enfants arrêtent de réclamer des glaces parce que maman est au régime. Non. N'attendez pas que votre mari quitte la mayonnaise pour toujours parce que vous voulez perdre 8 kilos. Non. Ça peut arriver, vous pouvez recevoir du soutien et des encouragements, mais vous n'êtes pas assisté. Ne commencez pas à être tyrannique avec votre entourage parce que vous avez pris 34 kilos depuis 2010 et que maintenant, vous avez décidé de les perdre et donc que tout le monde à la maison allait respecter ça et être au régime. Non, le monde ne tourne pas autour de vous, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mon voisin n'en a rien à foutre que je tourne mon podcast. Il continue à faire grincer ses chaises à l'étage sur son sol. Il n'en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout. Et je n'ai rien à exiger de sa part. Alors peut-être un peu de compréhension si j'y vais et que je lui demande poliment d'arrêter de déplacer tous les meubles de son salon parce que je suis en train d'enregistrer un podcast. Ok, peut-être qu'il va se calmer un peu pendant 1 heure, mais rien de plus. Vos gosses ne vont pas arrêter d'être des gosses qui veulent des chips et des cookies juste parce que vous ne pouvez plus en manger en illimité. Votre vie, votre perte de poids, votre responsabilité. Personne ne va venir vous sauver. Voilà, ça essentialise bien ce à quoi vous devez vous attendre. C'est capital de se rappeler que vous n'arrivez pas là pour faire du tourisme. Vous n'êtes pas ici au Club Med. Malheureusement, tout le monde a tendance à l'oublier après quelques jours et la redescente du pic de motivation initiale.
Sauf que vous allez bien en guerre. Vous allez en guerre. C'est pas les bisounours. Un déficit calorique, c'est un déficit. Déficit calorique. C'est toujours désagréable. Déficit budgétaire, déficit calorique, c'est pas agréable. Vous allez éliminer du gras et pour éliminer du gras, il faut un environnement déficitaire, c'est-à-dire un environnement de guerre calorique. Vous devez prendre à l'ennemi. Votre corps va réclamer plus. Vous manipulez pour pousser à l'augmentation de la consommation. Et vous devez garder le cap en comprenant que c'est le processus naturel. C'est une guerre, l'ennemi se défend, vous devez être plus fort. Alors le spectre est large, le rééquilibrage alimentaire est vraiment tenable et applicable. J'ai des dizaines de milliers de témoignages, mais plus les années passent, plus c'est difficile. Pas de votre faute, mais par la faute du monde dans lequel vous évoluez. C'est plus difficile malgré vous. Il n'y a plus besoin de fournir d'efforts physiques pour rien. Il n'y a plus aucune restriction liée à l'accès aux calories, forcément que c'est un environnement obésogène. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé dans ce secteur, il n'y avait pas Uber Eats. Ça n'existait pas Uber Eats, Deliveroo. Non, c'était juste les restos qui avaient leur propre livreur avec des scooters, mais Uber Eats, les applications de livraison de nourriture, ça n'existait pas. La bouffe à la maison en 2 clics et en un quart d'heure, ça n'existait pas il y a 12 ans. Forcément, c'était plus facile. Il y a 12 ans, il n'y avait pas la dopamine en illimité avec les réseaux sociaux dans votre poche. Ça n'existait pas. Les gens regardaient la télé, regardaient des émissions comme ça, mais il n'y avait pas de portable avec TikTok, les vidéos courtes comme ça, Instagram, Facebook. Non, c'était les balbutiements. Ça débutait, mais personne n'était addict à son smartphone. Même les forfaits 3G, 2G en 2012, peut-être 3G quand même, c'était lent, ça n'avançait pas. Pour charger quelque chose, c'était long. Donc les gens lisaient encore beaucoup plus de bouquins et le circuit de récompense de dopamine était beaucoup moins saturé qu'aujourd'hui. Donc il y avait plus de patience aussi. Il y a 12 ans, il n'y avait pas Netflix jusqu'à minuit avec de la lumière bleue dans la chambre qui éclate le cycle circadien. Non, il y a 12 ans, le programme télé s'arrêtait à 22h, 22h30, le film s'arrêtait et hop, c'était au lit. Il n'y avait pas de portable dans le lit. Non, le film de la soirée était terminé, boum, on éteint, on va se coucher. Et il y a 12 ans, c'était objectivement plus facile qu'aujourd'hui. Oui, de perdre du poids, c'était plus facile qu'aujourd'hui. L'environnement était beaucoup moins obésogène. Mais, à un moment donné, il y a une limite acceptable à la victimisation. La réalité est ce qu'elle est, mais vous devez absolument recontextualiser les choses. J'ai pris énormément de recul vis-à-vis des coachings, des accompagnements, parce que je n'ai plus assez de patience. En coaching l'autre jour, j'ai été obligé d'arrêter une conversation. Une des membres du programme coaching exposait son problème lié au dîner exclusivement. Donc elle avait des problèmes uniquement avec le repas du soir, le reste ça allait pas mal. Franchement, tout était plus ou moins validé, mais le repas du soir, très compliqué. Donc, elle a 24 ans. 24 ans, femme, 24 ans, elle pèse 91 kilos. Elle rentre un peu tard du boulot et elle a la flemme de se faire à manger. Du coup, elle bouffe quasi exclusivement des plats préparés malsains ou des commandes de nourriture le soir. C'est le dîner, c'est chips, pizza, tacos, vraiment peu de protéines, beaucoup de gras, beaucoup de calories juste avant de se coucher. Donc, je lui explique que je comprends la notion quand même quand tu rentres tard du boulot, voilà, elle rentre à 20h30, 21h, que moi je faisais pareil quand j'étais coach à domicile en 2014. Je rentrais à 22h du boulot pendant plusieurs mois, un an même, un peu plus d'un an. Et donc, je rentrais vraiment tard et c'était super dur de me motiver à faire à manger le soir. Et donc, que j'allais moi aussi faire la facilité à ce moment-là. Et que le seul truc qui m'a sauvé, c'était donc de préparer des repas d'avance le dimanche. J'y passais 2 heures le dimanche matin. Je préparais tous les repas de la semaine avec mes portions bien calculées et je mettais ça au frigo et au congélateur. Donc j'avais tout de préparé. Et quand je rentrais à 22 heures, je sortais du frigo, micro-ondes, manger, pas de vaisselle, douche et au lit. Pendant des mois et des mois, j'ai fait ça. Et cette logistique, elle change tout puisqu'il n'y a plus besoin du tout de motivation, il n'y a plus besoin de sacrifice, il n'y a plus besoin d'effort, il n'y a plus besoin de volonté. C'est juste une routine super simple et rapide qui s'aligne dans le sens de l'objectif. Et donc les 2 heures du dimanche matin remplacent 40 minutes de préparation de repas chaque soir avec l'assurance que je n'aurai pas la flemme. C'était magique.
Donc, je lui explique qu'il faut faire ça, que ça n'a pas besoin d'être compliqué, des repas simples qui lui plaisent. Moi, par exemple, j'adorais faire des burritos, donc avec un wrap de blé. Je mettais des steaks hachés, du steak haché, donc du haché de bœuf dans une poêle, des légumes, soit des légumes surgelés que je versais directement, soit des légumes que j'épluchais et que je découpais, des épices, un peu d'huile d'olive, et puis j'emballais ça dans un wrap avec généralement du fromage blanc 0% et des herbes. Hop, je mélangeais. Des fois, je mettais du fromage bas en calories aussi. Je mélangeais ça, je mettais dans le wrap, je faisais mon wrap et je le serrais bien avec du papier alu et c'était génial. Je mettais ça au congélateur directement, comme ça se solidifiait, c'était super. Et puis quand je rentrais le soir, le matin, j'avais décongelé, j'avais mis au frigo. Et puis le soir, j'allumais le four, boum, 10 minutes. Je mettais ça au four pendant 10 minutes. C'était bon, c'était rapide, c'était sans vaisselle et c'était exactement dans le cadre de mes besoins. Franchement, génial. J'avais des alternatives avec du thon en conserve, avec du poulet. Je pouvais faire ça avec du poulet, avec du porc. Enfin, c'était génial. Je pouvais faire des tranches de bœuf que je découpais. Franchement, énormément de variétés possibles. De semaine en semaine, je pouvais manger des trucs vraiment très différents, toujours avec cette base de wrap. Donc c'est quasi illimité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je lui explique ça et je lui dis que c'est franchement le seul moyen de sortir de la spirale de commande de pizza puisque la motivation est quasiment impossible à trouver en fin de journée dans son cas. Il fait noir, tu es fatigué, tu as faim, la journée, ça t'a rincé la journée, on comprend. Franchement, le dernier truc que tu as envie de faire, c'est de démarrer la cuisine, la vaisselle, éplucher des légumes. Non, il faut améliorer la logistique et créer cette super routine de plats à réchauffer pour finir chaque journée nickel dans le cadre du déficit. Et je lui mentionne que c'est super d'avoir identifié ça parce que maintenant on sait que cet élément va changer toute la suite de sa perte de poids. On sait que c'était ça qu'il manquait pour obtenir une progression. C'est bon, c'est génial, on l'a identifié. Donc j'étais super enthousiaste de débloquer le truc, de déverrouiller un nouvel axe de perte de poids, d'enfin approcher de son objectif, de l'aider à avancer vers cette nouvelle routine qui va changer sa vie pour le mieux parce que vraiment c'était le seul élément bloquant. 24 ans, 91 kilos, on a identifié quel était l'élément bloquant. C'est super, tu as juste à cuisiner pendant 2 heures le dimanche matin, ta perte de poids va se déclencher, tu vas être en meilleure santé, en meilleure forme, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Ok, donc moi j'étais vraiment enthousiaste en lisant ça, je fais putain c'est génial, on a trouvé ça. Qu'est-ce que je reçois comme réponse? Ouais, il n'y a pas une option plus simple ou une technique ou quelque chose, un truc. Il n'y a pas un truc plus simple. Et là, je lâche. Je vous ai fait la même tête. Enfin, je lâche quoi. Parce qu'à 24 ans, elle a un bilan sanguin nickel. Sur les hormones, ça va et tout. Il n'y a rien qui bloque la putain de perte de poids. Il n'y a rien d'autre que le fait d'entrer en déficit calorique et d'y rester. Tout est nickel quoi. Tout ce qu'il faut pour perdre du poids, un travail qui paye bien, avec pas trop de pression, franchement à 24 ans, elle a un boulot qui paye bien, pas de problème d'argent et tout ça, pas de contraintes majeures, pas d'enfants, 91 kilos qui pourraient se transformer en 65 en quelques mois avec cette correction logistique simple, quelques mois, cuisiner 2 heures le dimanche matin et on corrige quoi, on améliore ta vie pour toujours. On améliore ta santé, on réduit tous les risques de maladie et tout, tu te sentiras mieux dans ton corps. En gros, la distance entre toi et ton objectif, c'est de cuisiner 2 heures le dimanche matin. Pour vivre en pleine santé, à l'aise dans tes fringues, dans ton corps, avoir 60 ans de vie sans obésité, plutôt que d'en souffrir pour toujours, cuisiner 2 heures le dimanche matin alors que tu passes 3 putains d'heures sur TikTok par jour, et c'est trop difficile. C'est trop difficile de cuisiner 2 heures le dimanche matin pour débloquer ta perte de poids, ta santé, ta confiance en toi, ton apparence physique. Tu te fous de la gueule de qui? On est dans quel monde? Dans quel monde on est? Et je suis plus capable, et je suis plus capable, et je dois l'accepter. Ça fait 12 ans, ça fait plus de 12 ans que je fais ça, j'ai plus la patience. J'ai plus la patience du début. J'ai plus la patience du début, je suis plus en capacité de trouver des alternatives au minimum viable. Je suis plus capable. Quand je reçois un message comme ça, je suis plus capable. Quand je trouve une solution comme ça, clé en main, super, on a trouvé, on va pouvoir avancer, ta vie va être géniale, on va améliorer toute ton existence. Les 60 années de vie qui arrivent devant toi vont être géniales parce que tu vas cuisiner 2 heures le dimanche matin et enfin pouvoir rentrer en déficit calorique et y rester pendant plusieurs mois, atteindre ton poids de forme. Et que j'ai comme réponse, ouais, il n'y a pas une technique, un truc plus facile. Mais putain, tu fais quoi le dimanche matin? Tu fais quoi? Tu fais 91 kilos. Tu vas vers un diabète de type 2, tu vas vers des problématiques énormes de vie. Ton bilan sanguin est parfait pour le moment. Tu as 24 ans, tu as un bon métabolisme, tu as un boulot qui gagne beaucoup d'argent, tu as un avenir super devant toi, là, 60 années, génial, dans un corps qui te plaît.
Juste en réglant un élément logistique minime. Préparer des putains de repas le dimanche matin. C'est quoi les alternatives? Les alternatives, c'est que sinon tu peux commander de la bouffe, tu peux faire. Si ça te fait chier à ce point-là, tu gagnes assez d'argent, t'embauches quelqu'un, t'embauches une assistante qui vient te faire à manger dimanche matin pendant 2 heures. Voilà, ça va te coûter 60 balles, ça va te coûter 70 balles avec les ingrédients et tout. Ouais, non, y a pas autre chose, il n'y a pas une technique, il n'y a pas quelque chose de plus simple. C'est bon quoi, c'est bon. Je dis pas de bouffer 1000 calories par jour plus faire 2 heures de sport et tu la fermes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire voilà, non, tu la fermes, tu bouffes des carottes et puis de la viande et puis tu es frustré, c'est pas grave, tu fais 2 heures de sport par jour et tu vas. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire de faire un rééquilibrage alimentaire personnalisé avec tes goûts, tes envies, pas de frustration, un déficit contrôlé, pas faim, etc. Mais il faut de la logistique pour tenir le cadre. Ça implique de cuisiner 120 minutes le dimanche. Probablement en vérité 90, c'est faisable en 90 minutes. Avec de la musique, voilà, une émission, t'écoutes un podcast, t'appelles ta mère, tu prends des nouvelles, voilà, pendant 90 minutes en cuisinant, t'appelles ton frère, ta soeur, t'apprends quelque chose. Et ça, c'est trop difficile. Trop la flemme, pas envie. Alors je délègue. Je délègue, c'est tout, je délègue. Il y a des diététiciennes qui travaillent avec moi sur les coachings pour répondre à mes mails, pour répondre à mes messages privés, pour accompagner les membres de mes programmes en coaching. Elles sont meilleures que moi. Aujourd'hui, elles sont meilleures que moi. J'ai plus la patience parce que moi, je peux plus. Ça y est, je peux plus. Je suis plus dans ce monde. Je suis plus dans ce monde. J'arrive plus à comprendre. C'est rendu trop loin. Je l'ai fait pendant 12 ans. Ça fait 12 ans. J'ai suivi et accompagné personnellement des milliers et des milliers de femmes dans leur perte de poids. Et il se trouve que si je regarde effectivement mes historiques d'il y a 7 ans, 8 ans, j'étais beaucoup plus patient. J'étais beaucoup plus maniaque. Alors je rentrais dedans, je mettais des coups de pied au cul, comme on dit. Je, mais je sentais qu'il y avait plus de patience et c'était OK. J'acceptais de recevoir des messages comme ça. Là, j'accepte plus. Je peux plus. Je peux plus. C'est plus possible. J'ai plus la patience. J'ai plus la patience et il faut l'accepter à un moment. Donc, il y a deux formes de souffrance. La souffrance de votre situation, donc la souffrance du surpoids, de l'obésité, de se sentir mal dans sa peau, d'être malade, de choper du diabète, de l'apnée du sommeil, de se retrouver à l'hôpital, d'avoir mal aux genoux, d'avoir de l'arthrose, la souffrance de ne pas pouvoir courir avec ses enfants, le regard des autres. Ou alors, la souffrance du progrès. Se faire violence pour manger moins de calories, pour marcher 2000 pas en plus, pour faire 5 putains de wraps le dimanche matin, pour reposer le deuxième cookies. Dans les deux cas, vous souffrez. Quoi qu'il arrive, ça souffre. Maintenant, vous choisissez. Il y a une des souffrances qui débouche sur des progrès et sur quelque chose de souhaitable. C'est la souffrance des progrès, pardon, la souffrance de faire l'effort. Et l'autre souffrance, c'est juste un emprunt sur votre santé de demain pour la dépenser aujourd'hui. Donc, je résume ça facilement. Journée facile égale vie difficile. Journée difficile égale vie facile. Tous les jours, je me force à en chier. L'entraînement de cardio, j'ai pas envie. La zone 5 en fractionné, ça fait super mal. La tête tourne, c'est désagréable. Journée difficile. Pourtant, c'est moins désagréable que de faire un AVC dans 30 ans parce que j'ai choisi de rester assis plutôt que de bosser et de faire mon cardio. Recadrer mon fils parce qu'il a manqué de respect à quelqu'un, c'est désagréable. J'ai pas envie de le punir. Il va pleurer, me détester pendant quelques minutes ou quelques heures, dire qu'il préfère sa mère, voilà. Sauf que si je choisis une journée facile, je ferme les yeux, eh bien une journée difficile m'attend avec un gamin qui n'a pas de cadre et qui manque de respect à tout le monde. Journée facile égale vie difficile. J'ai envie de prendre 2 burgers au resto, journée facile. J'ai envie de repousser l'entraînement à demain, journée facile. J'ai envie de fermer l'ordi et d'arrêter de bosser pour aller profiter en terrasse, journée facile. Mais non, parce que tout se paye. Tout se paye. Chaque journée facile se paye. Et facile, c'est toujours dans le sens de mettre ce qu'il faut faire sous le tapis par facilité. Ça ne veut pas dire que vous allez souffrir constamment dans la vie, ça veut dire que vous devez faire ce qu'il y a à faire. C'est difficile, bien, tant mieux, parce que c'est ça qui apporte des résultats. Accepter la difficulté du jour pour pouvoir vivre une vie facile. Refuser la difficulté du jour pour s'assurer un avenir difficile. Et graduellement, je vois à quel point ma vie se facilite avec l'âge. Ça fait des années et des années que tous les jours, je choisis les journées difficiles. Je prends les journées difficiles. Difficiles, bien. Ça veut dire que je facilite ma vie dans le futur.
tous mes camarades d'école qui en faisaient le moins possible en études, au boulot, en sport, en discipline, eh bien, ma vie était vachement moins drôle et plaisante que pendant des années et des années. Vraiment. Sauf qu'à 30 ans passés, avec un job qu'il déteste, des problèmes financiers, un alcoolisme ou des addictions rampantes et une santé qui se dégrade à vitesse éclair, je me remercie d'avoir choisi d'enchaîner les journées difficiles pendant des années et des années. Parce que ça se paye toujours au bout du compte. Mais ça n'est jamais figé. Ça veut dire que ces camarades de jeunesse qui peuvent choisir aujourd'hui de faire un 180, ils peuvent choisir de mettre un 180 degrés à leur vie, de se lever demain et de prendre les décisions difficiles et de les enchaîner. Et de les enchaîner. Journée difficile, journée difficile, journée difficile. Faire ce qu'il y a à faire pour avancer vers l'objectif. Calmer l'alcool et de commencer le sport, réduire la télé et étudier pour changer de job, couper les dépenses futiles et épargner intelligemment. D'enchaîner les journées difficiles pour renverser la tendance. Et donc, vous pouvez renverser la tendance. Vous pouvez choisir de faire ce qu'il faut faire plutôt que d'en parler sans agir. De comprendre que personne ne vous donnera rien et que c'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez. Le rééquilibrage alimentaire n'est pas à l'opposé du spectre. Ça réclame du travail, des efforts, des compromis et une notion de sacrifice évidente. Si vous considérez que les journées faciles, ça vous va bien, ok, c'est ok. Mais quand le vent tourne et que vous le payez de votre santé, c'est trop tard pour chialer. C'est trop tard. Et je dis ça en toute bienveillance, honnêtement. La plupart des gens ne passent pas assez de temps dans les hôpitaux ou auprès des malades ou avec leurs anciens. Et c'est marrant de dire au premier temps, allez, la santé, hein, je te souhaite la santé. De toute façon, la santé, il n'y a que ça qui compte, l'argent, l'amour, ça va, ça vient. La santé, c'est ce qui compte. C'est marrant de le dire. C'est très très marrant de dire la santé, c'est juste ce qui compte. Mais entre le dire, l'entendre, le voir et le comprendre, il y a une différence majeure. Et la plupart des gens le disent, la santé, c'est important, et c'est tout. Cela étant dit, je vous invite à lire mon bouquin, notamment pour la partie sur la philosophie de la perte de poids et de l'effort, notamment journée difficile, journée facile, etc. Je le développe dans le bouquin. Et puis, si vous voulez passer à l'action concrète, pratique et immédiate du rééquilibrage alimentaire pour maigrir sans vous prendre la tête avec la théorie, donc d'être uniquement sur la partie pratique, savoir quoi manger, quand manger, quelle quantité, etc. selon vos goûts, vos envies, eh bien, servez-vous des fiches repas en allant à l'adresse www.rééquilibrage, donc sans accent, alimentaire.com/fiches, F-I-C-H-E-S. Voilà, www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiches. Presque 9000 personnes se servent des fiches, a priori. Ça fonctionne pas si mal que ça. Voilà, à un de ces jours pour l'épisode 100 de l'émission.